Cette semaine, à InfoCam, une rencontre avec le député néo-démocrate François Lapointe qui dénonce une erreur sur le formulaire de Service Canada. Un moyen de pression du syndicat des enseignantes et enseignants des campus de l'Apocatière et de Montmagny. La participation de Bioptère aux rencontres internationales de Mycosilva en France. Et finalement, une rencontre avec Olivier Doré, propriétaire de l'entreprise Le Temps des Cigales. Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. Commençons tout d'abord l'émission avec une entrevue avec le député néo-démocrate François Lapointe. Il dénonce une confusion sur le formulaire de Service Canada qui pénalise plusieurs familles de la circonscription. Ce qui arrive, c'est que les aînés qui sont admissibles au supplément de revenu garanti, donc qui ont des revenus modestes, OK? Quand ils font leur déclaration de revenus, ils y déclarent, un, leur revenu, deux, aussi d'autres informations très importantes dans les calculs, telles que le statut familial, à savoir est-ce que je suis encore célibataire ou est-ce que j'ai un conjoint de fait depuis un an qui habite avec moi, etc. Et ça, ce bout-là se fait normalement. Et là, on a plusieurs contribuables dans la circonscription qui disent, mais ça, ce bout-là, je l'ai toujours fait et je l'ai toujours fait avec totale honnêteté. Hein, j'ai jamais fait semblant que j'habitais pas avec quelqu'un. J'ai toujours été parfaitement honnête dans mes déclarations de revenus. Quand Service Canada embarque dans l'histoire avec le supplément de revenu garanti, ils envoient un formulaire aux aînés, aux retraités qui, à cause d'un revenu modeste, ont accès à un supplément de revenu garanti. Et dans ce formulaire-là, on leur dit noir sur blanc, assurez-vous d'avoir fait votre revenu parce que c'est avec votre déclaration de revenus qu'on calcule votre statut, qu'on calcule votre admissibilité et qu'on calcule votre supplément de revenus. Et là, plus bas dans ce même formulaire-là qui vient de Service Canada, il y a un statut familial qui est présélectionné et qui est décrit de façon assez complexe, à savoir, êtes-vous marié, conjoint de fait survivant, qui est présélectionné. Ça veut dire, ça sera la réponse pour dire, vous avez un conjoint de fait. Bon. Attention, on ne demande pas à la personne âgée de sélectionner une réponse, ce qui l'obligerait à se dire, bon, ben, c'est quoi cette question-là, puis laquelle correspond à ma réalité? Être seul ou avec quelqu'un avec qui j'habite, un conjoint de fait ou un nouveau époux, mari, épouse, mari. Bon. C'est présélectionné et on l'a relu autant comme autant. Oui, c'est complexe et ça peut porter à confusion. Mais là, déjà, on est dans le bas du questionnaire. Le paragraphe qui est beaucoup plus haut, où on affirme, si vous faites vos déclarations de revenus, c'est ce que nous utilisons pour faire vos calculs. Alors, la personne, elle, qui a déclaré son statut familial en toute honnêteté dans ses revenus, dans sa déclaration de revenus, candidement, elle se dit, bien, pour moi, je suis correct. Et elle ne comprend pas que dans plusieurs cas, Service Canada, oui, a communiqué avec Revenu Canada pour établir les revenus, donc l'admissibilité à un supplément de revenus, mais n'a pas pris la peine de faire la mise à jour du statut familial. Là, il faut que la personne aînée comprenne que la mise à jour n'est pas là et qu'elle doit contacter Service Canada, sinon, elle peut, sans même s'en rendre compte et avec aucune intention de frauder qui que ce soit, elle peut déclarer pendant des années à Revenu Canada qu'elle a un conjoint de fait, puis Service Canada s'en rend pas compte pendant des années, tant que la personne elle-même ne se rend pas compte que Service Canada n'a pas ajusté son calcul et n'a pas fait sa mise à jour sur le statut familial. Et ils font tellement peu souvent de vérification que parfois, ça prend 4, 5, 6, 7, 8, 9... On a vu un cas dans le comté, presque quasiment 10 ans, avant que quelqu'un se rende compte qu'il y a confusion. Et là, le calcul, pendant toutes ces années-là, n'était pas bon. Et là, une personne de 75, 80, 87 ans, dans un cas, reçoit un appel et se fait dire ce que vous déclariez à service, puis ce qui est déclaré à revenu, il y a une confusion, on n'aurait pas dû vous payer, vous devez nous rembourser 38 000 $. On a des cas à 14 000, on a des cas à 40 quelques mille. C'est très, très, très stressant.
c'est vécu par les gens qui viennent nous rencontrer comme un énorme stress, puis on comprend. On s'est dit, là, on les a aidés. On a aidé ces gens-là. Donc, d'ailleurs, il y a deux choses qu'on a à retenir pour le public. Un, si jamais des choses similaires vous arrivent, ne vous gênez pas d'appeler les services du député. On va voir si on peut vous défendre. Si on peut s'assurer, par exemple, qu'on ne vous demande pas de rembourser ça tellement vite que vous tombez en faillite ou que vous êtes capable de vous nourrir. On va essayer de vous aider. L'autre chose qui est importante à diffuser et à retenir, c'est toute personne ayant ce formulaire-là, parce qu'il est admissible au supplément de revenu garanti, faites très attention. Ce qu'on voulait aussi diffuser, c'est que là, on a pris une action. C'est-à-dire que j'ai signé aujourd'hui une lettre qui est assez longue parce que c'est technique, d'expliquer en quoi il y a une procédure qui amène autant de confusion chez trop de gens, chez trop de nos retraités. Alors, on prend le temps de l'expliquer comme il faut et pour nous amener à la conclusion de dire au ministre, l'honorable M. Kenney, s'il vous plaît, on est en 2013. Est-ce qu'on pourrait, pour s'assurer de protéger nos aînés, ce ne serait pas possible que ce qui se fait comme information à Revenu Canada soit transféré, non pas de façon partielle, juste les conclusions sur le revenu, mais dans sa totalité, incluant les autres informations telles que le statut familial, que l'ensemble soit transféré à Service Canada. Et là, les personnes âgées ne pourront plus se retrouver dans une situation confuse et de bonne foi avoir cru qu'ils ont bien fait et réaliser que soudainement, ils doivent une fortune à l'État, en tout cas un montant d'argent qui est sans commune mesure avec leurs revenus et qui sont incapables de rembourser. À la suite du dépôt de l'évaluation de leur profession fait par le Conseil du Trésor, un moyen de pression, soit le dérangement 21, est né. Nous avons rencontré Éric Ouellette, président du syndicat, qui nous explique tout d'abord l'évaluation des enseignants fait par le Conseil du Trésor. Au début de l'an 2000, le gouvernement a promulgué une loi sur l'équité salariale. À ce moment-là, les catégories d'emploi du gouvernement qui étaient à majorité féminine ont toutes été réévaluées à la hausse dans la plupart des cas, justement pour combler une injustice qui avait été faite aux femmes. Et à ce moment-là, nous, les enseignants du cégep, on a été classés dans une catégorie qu'on appelle mixte, c'est-à-dire donc on ne bénéficiait pas directement de l'équité salariale, mais le gouvernement nous disait éventuellement, nous allons évaluer votre catégorie d'emploi, mais la priorité actuellement, ce sont les catégories à majorité féminine. Donc, les années ont passé. 13 ans plus tard, le gouvernement est maintenant rendu à l'évaluation des enseignants du collégial. Et lui, entre-temps, le gouvernement nous avait classés dans ce qu'on appelle le rangement 22, en supposant donc la complexité de notre tâche, etc. Donc, on était dans le rangement 22 en attendant d'être évalué de manière formelle. Et au cours des derniers mois, le Conseil du Trésor s'est penché sur notre cas. Et finalement, après avoir regardé, analysé notre tâche d'enseignant au collégial, bien, le Conseil du Trésor nous a dit, finalement, je me suis peut-être trompé. Au lieu de vous mettre dans le rangement 22, je devrais vous mettre dans le rangement 21. Et chaque rangement, de manière chronologique, il y a une différence salariale de 5 %. Et c'est pour ça que les profs, nous, ont dit, bien, on nous menace de nous couper de 5 % dans notre salaire, finalement. Et qu'est-ce que c'est de plus aussi reconnaître les diplômes des enseignants? Bien, c'est ça. Donc, et de manière plus globale, c'est que pourquoi il veut nous descendre de 22 à 21, c'est que le Conseil du Trésor ne prend en compte que les enseignants qui enseignent directement aux élèves, donc de la théorie directe. Même au niveau des laboratoires, le Conseil du Trésor nous dit que ce n'est pas vraiment du travail de professeur, ce sont les élèves qui travaillent. C'est le prof qui fait travailler les élèves. Au niveau des stages à supervision indirecte, ici, on a à peu près, à part en soins infirmiers, c'est uniquement du stage à supervision indirecte qu'on a. Le Conseil du Trésor, nous dit vraiment, je ne le reconnais pas dans votre tâche. Donc, tous ces éléments-là font en sorte qu'on a été rétrogradé au rangement 21. Également, la recherche au collégial, le Conseil du Trésor nous dit il n'y a rien de pertinent qui est vraiment donné aux élèves par la suite, à la suite d'une recherche au collégial. Évidemment, tout ça, tout ce que je dis, on le conteste actuellement. C'est pour ça qu'on fait l'opération dérangement 21. Et comme si c'était pas assez, le gouvernement, également le Conseil du Trésor, a également dit, en passant au niveau de vos diplômes deuxième et troisième cycle, les maîtrises et les doctorats, dans une prochaine convention, on ne les reconnaîtrait plus parce que, d'après lui, c'est suffisant que d'avoir un baccalauréat pour enseigner au collégial, sauf qu'on perd à ce moment-là une qualité de gens qui sont capables d'offrir un plus là, au niveau de l'enseignement. Parlez-nous justement du moyen de pression dérangement 21.
depuis quelques semaines, on est rendu à cette étape-là de faire des moyens de pression auprès du Conseil du Trésor. Parmi les moyens qu'on a retenus, il y a, par exemple, à chaque fois qu'on fait une tâche qui actuellement n'est pas reconnu dans l'évaluation du Conseil du Trésor, on écrit au Conseil du Trésor pour lui dire « Monsieur le président du Conseil du Trésor, je m'appelle Éric Ouellette et j'ai fait telle tâche que vous ne voulez pas reconnaître. Pourtant, cette tâche-là, elle est essentielle pour la survie de notre cégep, pour la qualité de notre programme d'enseignement, etc. » Donc, on écrit à chaque fois et ça se fait dans tous les cégeps qui sont sous l'appellation de la FNEC, Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec. Donc, on est environ une cinquantaine de cégeps. Donc, grosso modo, c'est environ 10 000 profs qui, en théorie, pourraient écrire au Conseil du Trésor pour dénoncer la situation. Donc, ça, c'est notre gros moyen de pression pour dire au Conseil du Trésor, on est en colère, ça ne marche pas l'évaluation. Et on ne boycotte pas, on ne fait pas de grève parce que la cible, c'est vraiment le Conseil du Trésor. Si on décidait d'attaquer ici les patrons, non seulement on se tromperait de cible, mais jusqu'à maintenant, la direction du cégep de la Pocatière et la Fédération des cégeps, qui regroupe l'ensemble des directeurs généraux, nous appuie de ne pas être rétrogradé du rangement 22 au rangement 21. Est-ce que vous pensez vraiment changer les choses? Bien, nous, c'est peut-être idéaliste. On aimerait avoir un règlement d'ici la fin de l'année 2013, mais il faut également vivre avec les plans du gouvernement. Et là-dessus, on pense qu'on est peut-être engagé sur une lutte qui peut durer jusqu'à 1 an, 2 ans. Notre convention collective actuelle prend fin en 2015 et on pense à écouter le gouvernement lorsqu'on entend les principaux dirigeants parler sur notre cas, que le gouvernement a l'intention de ramener ce dossier-là dans la prochaine négociation. Donc, ce ne serait pas avant 2015 et on sait que lorsqu'on part en négociation, on peut être 1 an et demi, 2 ans même en négociation. Donc, peut-être même un règlement pas avant 2017. Autre point à dire là-dessus, c'est que lorsque le gouvernement de Mme Marois a été élu, un des premiers gestes de Mme Marois dans son cabinet ministériel, ça a été de scinder en 2 l'éducation. Il y avait une partie secondaire avec Mme Malavoie et une partie éducation supérieure qui regroupe le collégial et les universités avec M. Pierre Duchesne. Et le premier geste concret du gouvernement à notre endroit, après nous avoir mis dans l'éducation supérieure, c'est de vouloir nous diminuer de 5 % au niveau salarial. Donc, c'est incohérent comme geste et on le dénonce évidemment. Le Centre de développement Bioptère a participé aux rencontres internationales de Mycosilva en France. Nous avons rencontré Pascale Malenfant, professionnelle de recherche chez Bioptère. Tout d'abord, Mme Malenfant, parlez-nous de la mission Bioptère. Oui, Bioptère, c'est un centre collégial de transfert technologique. Donc, c'est un centre de recherche appliquée. On accompagne les entreprises du Québec dans l'innovation, dans la recherche, spécialement la recherche en lien avec les végétaux. Donc, on tire le potentiel des végétaux de multiples façons dans diverses disciplines. Le but étant vraiment que les entreprises puissent utiliser les résultats de ces recherches-là. Et parlez-nous de la participation de Bioptère aux rencontres internationales Mycosilva en France qui a eu lieu il y a à peu près 2 semaines. Oui, c'est ça, fin octobre. Bien, d'abord, laissez-moi vous présenter un petit peu Mycosilva. C'est un projet européen qui intègre les chercheurs français scientifiques, mais français, espagnol, portugais. Il y a aussi des Italiens un peu là-dedans. Et puis, toute cette communauté scientifique-là fait de la recherche au niveau des champignons depuis déjà quelques années. Cette recherche-là vise d'une part à mieux connaître la ressource, mais aussi à mieux comprendre ses liens avec la forêt. Donc, d'envisager une mycosylviculture, donc non pas une culture de champignons, mais bien une façon d'exploiter la forêt dans son ensemble, pour l'ensemble de ses ressources. Et aussi, Mycosilva, ce qu'ils veulent faire, c'est faire naître des projets de développement territoriaux, de développement régional, appuyés sur les champignons, ce qui ressemble beaucoup à ce qu'on a lancé ici au Kamouraska avec le mycotourisme cet été. Et sur le terrain, qu'est-ce que vous avez fait plus spécifiquement? Oui, bien là-bas, il y avait différentes journées techniques, donc en forêt directement, sur les parcelles d'études, pour voir les résultats des recherches des différents chercheurs, beaucoup d'échanges au niveau des résultats, des protocoles, etc. Il y a eu aussi des journées où là, c'était vraiment des présentations des différents chercheurs par rapport à leurs recherches, aux projets de développement aussi qui soient plus socio-économiques en lien avec les champignons et tout ça. Et dans le cadre du colloque, j'ai eu l'occasion de présenter aussi Bioptère
séminaire, puis de présenter un peu l'état du monde des champignons au Québec, comment ça se développe, puis de présenter aussi le projet de mycotourisme au Kamouraska. Et j'imagine que vous êtes revenu avec beaucoup d'informations supplémentaires par rapport à cette aventure en France. Oui, c'est vrai. J'ai la tête pleine, pleine d'idées, mais aussi d'avancer parce qu'on a, comme je disais, beaucoup communiqué les résultats de recherche, donc ça nous allume. Puis en même temps, bien, il y a des partenariats qui se dessinent par rapport à l'Institut européen de recherche sur les champignons qui est en structuration et puis qui va vouloir avoir des partenaires associés partout dans le monde. Donc, il y a des partenariats tranquillement qui se dessinent. Justement, vous en avez parlé tantôt de mycotourisme à Saint-Bruno de Kamouraska. Comment est né le projet? Oui, bien en fait, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait sur la question. C'est vraiment dans la foulée du projet du futur, bien, du parc du Haut-Pays de Kamouraska, le parc régional qui a été mis en place cet été officiellement. Et puis, dans la foulée de ce projet-là, il y avait eu des études pour voir quels étaient les potentiels des produits forestiers non ligneux de ce territoire-là, du Haut-Pays de Kamouraska. Puis, à l'issue de ce projet-là, on avait vraiment décidé de miser sur les champignons. Donc, depuis quelques années, déjà, on consultait les intervenants du territoire à savoir est-ce que c'était quelque chose qui pouvait les intéresser, qui pouvait s'impliquer, est-ce qu'il y avait suffisamment de ressources en champignons aussi sur le territoire pour supporter un développement comme ça. Puis, à l'issue du projet de 2012, là, les résultats étaient super positifs. Là, les gens, ça a beaucoup plu ce projet-là parce que c'est rassembleur, puis ça concilie beaucoup d'usages aussi. Ça peut se concilier avec différents usages et ça concilie aussi le Haut-Pays avec le littoral où il y a beaucoup plus de développement. Donc, le mycotourisme a commencé officiellement cet été. Et puis là, comme vous l'avez dit, les activités en lien avec les champignons se passent à la pourvoirie des Trois-Lacs, qui est à Saint-Bruno. Donc, sorties guidées, sentiers d'interprétation, autocueillette, tout ça a été préparé. Puis en même temps, il y a vraiment le lien avec tout le territoire du Kamouraska qui se fait avec des forfaits touristiques avec les hôtels, les restaurants, un petit réseau d'approvisionnement qui se met en place tranquillement, en champignons forestiers, bien sûr, pour qu'il y en aille dans les restaurants. Ceux qui ont décidé d'embarquer, vraiment, ils ont élaboré des recettes inédites, ils ont mis ça à leur menu, ça a beaucoup plu, il y a eu une bonne réponse. Mais c'était vraiment aussi une année, c'était les balbutiements, là. Tu sais, on a pris le temps de bien s'organiser, puis 2014, ça devrait être la grosse année pour le mycotourisme au Kamouraska. Le Temps des Cigales, une entreprise de chez nous qui œuvre dans les accessoires de cuisine en bois, se démarque un peu partout au Québec et aussi à l'extérieur. Nous avons rencontré Olivier Doré, ébéniste et propriétaire. On a toute une gamme d'accessoires, autant au niveau de la préparation qu'au niveau du service. Donc, ça part de la fameuse planche à découper en bois. Ça va aux planchettes de service, des bols à salade, puis des trucs auxquels on s'attend un peu moins, comme par exemple des assiettes carrément en bois, des assiettes de service. On fait des spatules, on fait des cuillères à salade, on fait toute une gamme d'accessoires de cuisine en bois. Et qui crée ces pièces? C'est moi, beaucoup. C'est Mathieu qui travaille avec moi aussi. C'est souvent un mélange de nos deux inspirations qui finissent par donner naissance à un objet. C'est des gens autour de nous aussi. On a notre produit vedette là, ces temps-ci, qui est une idée de ma mère, qui s'appelle Monique, qui m'a dit « Olivier, il faut que tu fabriques un objet qui va nous permettre de prendre les légumes qu'on vient de couper sur notre planche à découper pour les amener dans un chaudron ou les amener dans une poêle à frire ou peu importe, pour ne pas être obligé de transporter la grosse planche à découper. » Donc ça, on l'appelait la Monique à légumes en l'honneur de ma mère parce que ça, c'est vraiment son idée à elle. Et au niveau de la production, comment vous faites vos pièces? Bien, c'est un long processus. C'est des techniques d'ébénisterie. On est ébéniste en partant. Moi, ma formation, c'est vraiment pour faire des meubles. Fait qu'on part de ces techniques-là d'ébénisterie. Et à partir de là, bien, c'est de l'invention. C'est ce qu'on aime aussi. C'est qu'on part d'une idée, puis on en vient à un produit fini. Souvent, c'est très long, le processus entre les deux, entre le moment où on a une idée puis le moment où le produit il est vendable, il est intéressant. Il est aussi un produit aussi qu'on peut produire assez rapidement pour être capable de le vendre à un prix qui est juste, pour ne pas arriver avec des prix qui n'ont aucun sens. Et est-ce que vous faites des fois des commandes spéciales? Tout à fait. On fait régulièrement des planches à découper sur mesure, des gens qui ont des comptoirs un peu spéciaux ou des gens qui ont des très, très, très grands comptoirs et qui veulent avoir une surface en bois. Oui, ça, on le fait.
On fait encore aussi des meubles. Comme je disais tantôt, on est ébéniste en partant. Fait qu'on fait encore régulièrement bibliothèque, table, ce genre de choses-là. La collection Le Temps des Cigales, c'est vraiment les accessoires pour la cuisine. Mais une fois de temps en temps, on s'offre aussi un meuble plus consistant, mettons. Et où on peut se procurer vos pièces? Chez vous, tout simplement, dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre bureau, vous ouvrez votre ordinateur, ça prend à peu près 4 ou 5 minutes, c'est commandé, puis 2-3 jours après, c'est rendu chez vous, règle générale. Des fois, c'est un petit peu plus long, dépendamment de la période, mais règle générale, en dedans d'une semaine maximum, le produit est rendu chez vous. Donc, c'est très, très, très facile. Fait qu'à Noël, au lieu de courir les magasins, faire la file, attendre, puis pour finalement se faire dire « Ah, je ne l'ai plus, je peux vous le commander », bien, vous restez chez vous confortablement, vous faites un petit café, puis vous faites toute votre commande de Noël. C'est facile. Tout le monde aime cuisiner aujourd'hui. Les gars, les filles, les vieux, les jeunes, tout le monde aime cuisiner. Fait que c'est facile sur notre site. C'est sûr, vous allez trouver quelque chose qui peut convenir à la plupart des gens que vous avez sur votre liste de cadeaux de Noël à faire. Est-ce que vous vous illustrez un peu en dehors du Québec? On fait à chaque année 2 salons à Toronto, un au printemps, puis un petit peu avant les fêtes. Ça fonctionne très, très bien. Les gens de Toronto adorent ce qu'on fait. Donc, Puis forcément, bien, en ayant participé à des salons comme ça, on a été remarqué par des boutiques de Toronto principalement, mais aussi d'autres petites villes en Ontario. Fait qu'on a nos produits dans quelques boutiques en Ontario. Et hors Québec, bien, il y a les boutiques Williams-Sonoma qui sont une grosse chaîne américaine dans l'accessoire de cuisine et la décoration, qui vendent aussi certains de nos produits dans leurs boutiques aux États-Unis. Le metteur en scène Jean-Stéphane Roy était de passage au Cégep de la Pocatière à la salle André Gagnon pour présenter la pièce de théâtre Zone. Nous avons pu nous entretenir avec lui, entre autres, sur la relation qu'ont les gens de la région avec le théâtre. Monsieur Roy, je sais que vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours artistique? Oui, moi j'ai étudié à Sainte-Thérèse, dans un cégep comme à la Pocatière, en théâtre. Et ensuite, ben, j'ai joué beaucoup à Montréal et un jour, j'ai commencé à faire de la mise en scène et ça a été un gros hit. Puis je suis devenu un metteur en scène aux yeux des gens. Fait que là, je me suis promené. Ce métier-là m'a amené à me promener à travers vraiment le pays au complet pendant un bon 15 ans, pendant les 2 langues. Et là, depuis 5 ans, je suis à Ottawa. Je suis basé à Ottawa. J'enseigne à l'Université d'Ottawa et j'ai un théâtre qui s'appelle le Théâtre La Catapulte. Et pourquoi qu'on vous retrouve ici à la Pocatière? Je suis venu à la Pocatière dans le cadre de la présentation de Zone de Marcel Dubé qui est à la salle André Gagnon. Et est-ce que vous présentez seulement la pièce ou vous rencontrez les gens ici? C'est Doris Ouellette, qui est la directrice de la salle, qui est diffuseur à la Pocatière, qui m'a demandé si je pouvais venir rencontrer les gens à la Pocatière. Donc, on va rencontrer des étudiants, des gens du spectacle, des gens du cégep, les médias. Comme ça, on fait une espèce de tour de communauté pour sensibiliser les gens face au spectacle et s'il y a des questions face au contenu, parce qu'on sait des fois que le théâtre peut faire peur aux gens. Puis Zone, ça fait pas peur. C'est une pièce vraiment populaire qui a joué beaucoup. On est rendu à 135 spectacles en 1 an et demi. Là. Est-ce que vous vous promenez souvent avec les pièces de théâtre dans les régions? Oui, la Catapulte a un mandat de tournée, de toute façon. Donc, toutes nos productions, on essaie de les mettre sur la route. Mais Zone, c'est vraiment particulier. Il y a vraiment un engouement autour de cette pièce-là. On a fait vraiment tout le tour de l'Ontario, qui est grand, l'Ontario, là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On est allé jouer en Saskatchewan. On a fait la Colombie-Britannique, on a fait l'Alberta. Là, on est ici. Puis après la Pocatière, l'équipe s'en va faire le tour des Maritimes au complet, les 3 provinces des Maritimes. C'est une grosse tournée, là, oui. Et quel est le rapport que la population en région a avec le théâtre? Le théâtre crée un tissu social que peu d'art fait. C'est-à-dire que quand on va voir un spectacle d'humour, c'est instantané. Il reste quelques gags, mais le spectacle s'envole un peu. La musique reste à cause du disque qu'on a acheté. Mais le théâtre est sournois. Le théâtre, c'est à la fois, c'est de l'entertainment, on s'amuse, ou c'est tragique ou c'est comique, peu importe la nature, mais c'est que ça reste. C'est traître. Ça reste longtemps. Et on peut parler d'une pièce 10 ans après avec quelqu'un qui l'a vue. C'est comme si on venait de la voir. C'est très particulier parce que ça laisse des séquelles. J'en parle comme une maladie mentale. Mais le théâtre laisse des séquelles. Ça touche directement au cœur. Parce que je suis en train de réaliser, les gens vont plus à l'église, hein? Presque plus. On ne croit pas aux politiciens. Fait que, où la parole aujourd'hui? T'sais?
Fait que pour moi, le théâtre a une chance de vivre encore bien longtemps. Même si ça fait 5000 ans qu'il existe, il va encore vivre longtemps parce que c'est une parole vraie. Tu sais. Et Marcel Dubé, tu vois, la pièce a été écrite il y a 60 ans, en 53, puis c'est encore percutant aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'un gag en 53 marchera encore aujourd'hui. Tu sais. Il y a ça du théâtre, ce côté éternel et humain. Est-ce que vous allez revenir ici avec la pièce ou avec autre matériel? C'est sûr que j'aimerais revenir, mais nous, on part en tournée, là, tu vois. Tout de suite après, on s'en va en Acadie. On fait les 3 provinces maritimes. Mais il y a toujours des spectacles régulièrement. Je sais que Doris travaille très fort pour amener des spectacles. Parce que ce qui est important, finalement, c'est de revenir voir du théâtre. Peu importe c'est quoi, c'est déguiser son sens. Tu sais, comme là, je sais qu'après Noël, il y a autant s'emporte les gens avec l'Open Gang qui vient. Puis justement, l'Open Gang, c'est une fille de la région qui est nièce d'André Gagnon. Enfin, qui venait en foule. Parce que ce qui est important, c'est de revenir, tu sais, de toujours revenir pour avoir un nouveau questionnement sur la vie, parce que c'est un peu ça que le théâtre fait, hein? Offre une nouvelle vision du monde pour que justement on sorte de notre quotidien puis qu'on réinvente la vie. Réinventer la vie, c'est ça l'espoir finalement. Une visite toute spéciale attendait les élèves de l'école secondaire Chanoine-Beaudet. Le 18 novembre, l'actrice Ève Landry était de passage à Saint-Pascal pour participer à une cérémonie afin d'ajouter son étoile sur le mur des célébrités entrepreneuriales à l'école secondaire Chanoine-Beaudet. La jeune actrice deviendra la première récipiendaire à recevoir cet honneur qui vise à mettre en lumière la passion entrepreneuriale d'anciens finissants de cette école secondaire. Une nouvelle aventure arrive au cinéma, le scénario à la Pocatière. Voyez le 25 novembre à 19h30 les aventuriers voyageurs qui présentent la Californie. Évadez-vous le temps d'une soirée à travers les déserts, les montagnes et la côte en compagnie de Yannick Gervais et Marie Bolduc-Béliveau. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant au guichet du cinéma ou par Internet au www.lesaventuriersvoyageurs.com. C'est ainsi que se termine le bulletin local et régional InfoCam. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet au www.tvck.org.